Alors, est-ce que c'était dur cette première partie? Alors, pas de réponse, ça veut dire quoi? Ok, donc c'était pas très très dur, mais il faut quand même qu'on retourne dans nos études pour pouvoir faire, je pense, surtout les liens. Est-ce que les questions étaient difficiles? D'accord. Donc les questions n'étaient pas nécessairement difficiles. Donc ce que je vous invite, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à vos réponses parce que vous les connaissez le plus souvent, n'est-ce pas Johanna? Puisque tu l'as dit tout à l'heure, vous connaissez souvent les réponses. Mais essayez de prendre le temps de réfléchir à vos réponses et qu'on arrive à penser aussi en termes de liens. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va maintenant s'intéresser à 2014. Je ne vais pas faire comme j'avais prévu parce que pour des raisons de temps et aussi pour ne pas passer à côté de finalement ce que je voudrais vraiment faire avec vous, on va aller directement. Je dis ça parce que tout à l'heure, je vous demandais de me dire ce qu'on avait vu, mais je ne vais pas le faire comme ça. Je vais vous dire parce qu'on a un article, je pense, intéressant à voir ensemble qui va nous prendre, je pense, pendant le temps et ce serait bien qu'on puisse avoir le temps de pouvoir travailler dessus. Donc, au mois de mars, dans la deuxième partie de ma présentation, après avoir fait l'origine de la droite chrétienne, pourquoi elle était née, les acteurs en lien avec la majorité morale, donc j'avais dit que Michael avait enchaîné avec les présidents, et moi j'avais présenté une partie de 2014 à 2016. Et cette partie, en fin de compte, elle avait surtout présenté 4 événements en lien avec des acteurs en 2014 aux États-Unis. 2014, quand on présente 2014 en tant que balise dans le mouvement, on peut y mettre plein d'événements. Et certainement qu'on le verra peut-être en conclusion. On peut y mettre plein d'événements. Et pour ça, je rejoins un peu ce que disait Pascal. C'est que du coup, au début, on n'était pas capable de savoir ce qu'on pouvait identifier en 2014, mais le temps passant, avec les études que Tess a emmenées, on a commencé à identifier, notamment grâce à des articles sur le média broadcast et autres, et des études présentées, certains événements qui se sont passés en 2014 et qui aident à comprendre le sujet, le contenu de la loi du dimanche. Donc, en ce qui concerne les États-Unis en particulier, et je ne dis pas que c'est exhaustif, hein, c'est vraiment ce que moi j'avais choisi de présenter. J'avais présenté la purge du Parti républicain. Ça vous parle? Oui, non? Oui. J'ai entendu oui. Un peu. Un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qui te... Micro? Il y a un micro, s'il vous plaît? J'ai dit un peu parce que ça me revient un peu, que j'ai pas tout en tête. T'as pas tout en tête, mais est-ce que tu serais en mesure, en simples mots, c'est comme je dis, c'est pas l'objet de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais en simples mots quand même pour nous assurer que c'est quand même des choses qu'on arrive. Quand on explique quelque chose à quelqu'un, Oui. parfois on n'aura pas le temps de développer toute une étude. Par contre, de dire quelques phrases simples, ça nous permet d'introduire le sujet des fois. Et ça nous permet de savoir si on a compris ou pas. Donc, qu'est-ce que tu dirais si je te dis purge du Parti républicain en 2014 ? Alors, la purge du Parti républicain, le Parti républicain, il y avait donc le Parti républicain pur et une autre partie qui était plus modérée. Et donc, les événements externes ont fait qu'il y a eu une purge, qui veut dire une séparation entre le Parti républicain, on va dire, pur, et celui qui est plus modéré. Voilà, c'est ce que je me souviens. Toi, c'est ce que tu te souviens. Oui. Qui a été purgé ? Purgé, ou autrement dit, hein, dans le mot purge, c'est-à-dire enlevé, balayé. Qui a été balayé ? C'est les modérés. Alors, là où il y a... Est-ce que quelqu'un peut rajouter à ce qu'elle a dit ou rectifier quelque chose dans ce qu'elle a dit ? Il y a juste quelque chose qui n'est pas exactement juste. Les autres. Vas-y, Sarah.
Attends, le micro. Je crois me souvenir que c'est le Parti républicain classique qui avait des membres modérés et donc une autre branche plus extrême les a trouvés beaucoup trop modérés et beaucoup trop presque libéraux et donc cette branche a décidé de remplacer les membres classiques par leurs éléments qui étaient plus de la droite extrême. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Sarah vient de dire? Ok. Donc, ton parti républicain pur, en fin de compte, c'était le parti républicain modéré. Donc, j'efface pur et je laisse parti républicain modéré. Alors, et comme l'a dit Sarah, en fin de compte, c'est cette branche plus extrême qui trouvait donc le Parti républicain trop modéré ou pas assez extrême, qui, dans un système, dans les primaires et dans les élections, ont remplacé leurs candidats par leurs candidats donc plus extrêmes, les candidats modérés, pardon, ont été remplacés par les candidats plus extrêmes. C'est qui ces personnes plus extrêmes? On l'avait vu la dernière fois. Ils viennent de quelle mouvance, de quel groupe? Jean-Marie? Quel groupe, justement, a formé cette branche un peu plus extrême qui a remplacé des républicains en 2014? Les suprémacistes blanches, non? Oui. Vas-y plus fort. Vas-y, Jean-Marie. Donc je pense qu'il y a des personnes, des conservateurs de la droite chrétienne. Il y a aussi sûrement des libertariens dans ce groupe. Est-ce que tu n'aurais pas un groupe plus spécifique? Parce que moi, j'aurais envie de te dire que les élus républicains conservateurs étaient déjà, si tu veux, plus ou moins en poste, j'ai envie de te dire, mais il y a un groupe particulier qui va être assez actif au cours de cette partie des élections en 2014. Est-ce que quelqu'un d'autre peut... Lise Chéney? Lise Chéney. C'est pas un groupe, Lise Chéney? Non, c'est pas un groupe. Ok. Le Tea Party, est-ce que vous vous rappelez? Oui? Oui. Non. Tea Party, tu te rappelles pas. Donc, ok, je vais faire très court, très simple. Tea Party, on l'a vu avec Michael. Tea Party en référence à ce qui s'est passé dans les années 1700 avec les colonies américaines qui en avaient marre des taxes que mettait en place la couronne anglaise. Donc, problème avec les taxes, donc Tea pour le thé, parti pour le thé, mais en référence à un problème avec les taxes. D'accord? 2008, crise des subprimes. Michael, il en avait parlé. Il faut renflouer les banques et pour ça, Obama, il va utiliser de l'argent public. Une certaine catégorie de personnes qui ne sont pas... ce ne sont pas des personnes... comment je vais dire ça? Ce ne sont pas les minorités, ceux qu'on qualifie de minorités, mais ce n'est pas non plus ce qu'on appelle establishment. On reviendra dessus tout à l'heure, je pense. Oui. Donc, quand on dit, pardon, effectivement, mais c'est vrai qu'on utilise couramment le mot establishment, donc, ou sinon institution. Donc, il y a ce groupe intermédiaire. Ici, on a les minorités. Il y a ce groupe intermédiaire ici qui vont composer ce qu'on appelle un peu le Tea Party. Donc, qui n'est ni à la tête, mais non, pas non plus ni pauvre, ni... Je dis pauvres, mais ça représente plein de choses. Hein. Ils sont pas étrangers, ils ne sont pas pauvres. Ce sont souvent des Blancs, des originaires d'Amérique, qui ont des moyens. Et c'est eux qui sont taxés, en fin de compte, pour pouvoir renflouer les banques. Je dis un nom, parce que je ne sais pas si... Je reviendrai peut-être tout à l'heure dessus. Steve Bannon. Ça vous parle? Donc, si on fait un résumé simple, c'est que ces personnes vont dire que l'establishment... l'institution
ou du moins ceux qui sont en politique, sont trop modérés sur des sujets en particulier et n'aiment pas le le fait qu'ils sont taxés. Donc, ils vont commencer. Je vous avais donné l'exemple de. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour ça que je vais vous renvoyer à la présentation où on avait bien pris l'exemple. Je crois qu'il était responsable du Sénat en 2014 et en fin de compte, il s'est fait exclure lors des primaires. Le Tea Party a présenté un candidat. Ils ont sont mis à fond derrière ce candidat, ce qui a fait que, ce qui a eu pour résultat que ça exclut le représentant des Républicains qui, lui, était modéré. D'accord ? Je ne me rappelle plus. Attends, je vais te dire. Éric Yvan Cantor. Et donc, du coup, le Tea Party a présenté contre lui un autre candidat, et c'est ce candidat du Tea Party qui a remporté les élections. En sachant que ça s'est reproduit sur différents postes. Je veux dire, ça, c'est de l'exemple qui montre ce qui s'est passé après. Donc ça, c'était ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Qu'est-ce qu'on avait encore évoqué? Est-ce qu'il y a des choses qui vous reviennent ou pas? Est-ce que ça vous parle? Obstruction du Sénat. Je n'ai pas de retour, ça veut dire que ça ne vous parle pas. Purge. Un peu par rapport au nombre de personnes au Sénat, au nombre... Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, par rapport au nombre de personnes au Sénat, quand on parle... Qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport aux républicains, par rapport aux représentants républicains. Par rapport aux représentants républicains au Sénat. Ou démocrates. Oui, mais, vice-versa. oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, enfin, je ne comprends pas encore ta... Quand ils sont plus nombreux au Sénat, D'accord. ils ont plus de pouvoir. Donc, quand on prend l'exemple de Barack Obama, si je peux me permettre, donc il voulait voter des lois, et puisque les républicains étaient beaucoup plus représentés au Sénat, du coup, ils ont mis de l'opposition. Ils ont fait l'opposition à ce qu'il a voulu faire voter. D'accord, ok. Donc là, bon début de réponse, Marie. C'est pas mal. Mais l'obstruction, alors comme tu dis, obstruction par rapport à certaines lois, obstruction par rapport à quoi en particulier? Par rapport Micro pour David. Tu peux donner le micro à David, s'il te plaît? Alors, par la nomination des juges par Obama, il y a une obstruction du chef du représentant du chef des Républicains qui était Mitch McConnell. Tu peux redire? Excuse-moi, David. Alors, obstruction principalement par le chef des Républicains, Mitch McConnell. Mais sur quoi il a fait obstruction en particulier? Alors, sur la proposition des juges à la Cour suprême de Barack Obama. D'accord. Ouais. Très bien. Obstruction du Sénat, en particulier sur la nomination des juges. suprême. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, moi j'ai une question. Alors là, tu as marqué Purge, Parti républicain. Je voulais savoir, donc, dans ce parti-là, qu'on a vu, là, c'est un parti donc, contestataire, c'est ça? Le Parti républicain? Oui. Parce que là, Ou celui qui a fait la purge? Oui, celui qui a fait la purge. C'est un contestataire. Le Tea Party? Le Tea Party, libertarien, c'est ça? Oui, sur des principes, libertariens. Voilà, c'est ça. Une idéologie, une philosophie libertarienne aussi. Libertarienne, d'accord. Ok. Donc, on avait vu la purge du Parti républicain, l'obstruction du Sénat, et j'avais pris donc, pareil, je vous renvoie pareil à la présentation pour avoir les détails. Et ensuite, j'avais parlé d'un autre sujet.
Ça ne vous parle pas. 2014. Donc là, républicain, je vais juste rajouter quelques informations. Parti républicain, on est sur quel domaine? Les mi-termes, les élections. Alors, c'est mi-terme, les élections. Par rapport à ce qu'on comprend de la... Alors, comment je vais dire ça pour formuler la question, pour avoir la réponse que j'attends. Le Parti républicain, en termes politiques... Non, en termes politiques. En termes politiques, c'est quoi? Alors, on a dit purge du Parti républicain. Le Parti républicain, il est représenté où? Ok, c'est ça. Il y avait un problème avec le micro. Alors, donc, Parti républicain, par rapport à sa représentation au Congrès. Donc législatif, tu veux dire. Ouais, mais tu n'aurais pas dû répondre. Est-ce que vous avez compris ces réponses par rapport à la question que je voulais? Ah, ok, on n'a pas entendu les réponses de Chimène. Alors, ma question, alors je la formule peut-être mal. On essaie de placer les acteurs dans notre champ politique, de savoir à quoi on peut les relier dans la vie de tous les jours. Quand on parle du Parti républicain, on pense à quoi? Déjà, Parti républicain, on parle de quoi? On parle de la droite. Mais quand tu parles de la droite, tu me parles de quoi exactement? Tu me parles de chaussures, tu me parles de magasinage, tu me parles de quoi? Tu me parles de parti politique. Et donc, du coup, quand on parle de parti politique et qu'on parle du Parti républicain, on va le mettre à quel niveau au niveau politique? Au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement. On va le mettre dans le Congrès. On va le mettre au Congrès. Alors, comme j'ai mal posé ma question, comment j'aurais pu poser ma question? Dans quelle branche? Ok. C'est facile, là. Non, mais c'était... Non, je voulais juste... Ah oui. Alors, Chimène a dit dans quelle branche? C'est parce que, en fin de compte, je vous ai dit, j'ai peut-être mal formulé la question. Alors, comment j'aurais pu formuler ma question pour avoir la réponse? Le Congrès. Donc, Chimène m'a dit, j'aurais pu dire quelle branche? Dans quelle branche? Dans quelle branche? Oui. Puisqu'on est en 2014. Oui. En fin de compte, L'exécutif. c'est parce que cette question, je peux peut-être la remettre pour faire d'autres liens. On ne sera pas forcément dans le gouvernement et tout. C'est pour ça que je cherchais un peu. Mais on va rester sur cette formulation. Le Parti républicain, quand on parle de la purge, on est sûr. Et pour le coup, pour la personne qui avait répondu, donc on est sur le législatif. D'accord? Est-ce que tout le monde comprend pourquoi on est dans le législatif? C'est bon? Oui. Sarah avait dit congrès. Donc, et je rajoute congrès. Quand on parle, on est sur quelle branche pour cette partie-là, pour l'obstruction du Sénat, en particulier sur la nomination des juges? Le judiciaire. On est sur le judiciaire. L'obstruction est faite par le... On est dans le judiciaire. Attends, alors c'est justement ce que j'allais donner. L'obstruction du Sénat, elle est faite par le Congrès. On est d'accord. C'est un acteur. Mais l'impact, il va avoir un impact sur quelle branche? D'accord? On est toujours dans le législatif, mais ça a un impact sur le judiciaire. D'accord? Donc, vous ne vous trompez pas dans ce que j'écris. C'est vraiment pour montrer l'impact du législatif sur le judiciaire. Ensuite, donc, l'autre thème que j'avais emmené, c'était le Gamergate de 2014. Et ouais. 2014, le Gamergate. Donc, pour tout vous dire, c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, un peu plus longuement. Et en fin de compte, ce que je voudrais qu'on puisse faire ensemble, c'est lire un article, mais en essayant de répondre à certaines questions à travers cet article. Je vais d'abord mettre une citation de Tess. Alors, ce sera la diapo le 7 mai, 40. Que tu me mettes La diapo numéro 40.
Parce que c'est moi qui vais faire la validation le 7 mai. T'as entendu, Jean-Luc? Il y a un micro qui est ouvert. Alors, je commence à lire le temps qu'il projette la diapo numéro 40. Donc, nous regardons. Alors, ça, c'est tiré de la... C'est tiré de la vêpre numéro 8 à la page 19. Et donc, on est à la partie qui dit 2014, Gamergate conduit à l'élection de Donald Trump. Donc, si on se met sur notre frise, donc on a mis 1989, le TDF, 2001, et on a 2014, qui est l'ALD, sur la ligne D, prêtre. Et là, le titre nous dit que Gamergate, qui a eu lieu ici, va conduire à quelle année? À 2016, où on voit l'élection de Trump. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire? Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si j'ai jusqu'à quelle heure, mais on aura... Ok. Gamergate conduit à l'élection de Donald Trump. Donc, nous regardons la soupe de l'aile droite et Donald Trump fait appel à l'aile droite et à différentes factions de celle-ci, pour différentes raisons. Mais il y a sentiment sous-jacent d'être menacé et aussi lié à ce sentiment d'être menacé que la liberté est érodée. Nous avons dépassé le stade de la discussion sur le républicanisme et nous avons commencé à parler du libertarianisme. Je veux juste nous rappeler quelque chose que j'avais dit quelques semaines auparavant, avant que Rachel ne nous apprenne à connaître Reddit. C'était un article The Guardian écrit en 2016. En 2016, le 1er décembre 2016, après l'élection de Trump, The Guardian écrit « Tout ce que nous voyons aujourd'hui avec l'élection de Trump a eu son précédent il y a 2 ans, en 2014. » Et ce dont il parle, c'est du Gamergate de 2014. Le Gamergate a été le précédent qui a conduit à la victoire de Trump en 2016. Le Gamergate était-il chrétien? Rappelez-vous, nous parlons de jeunes hommes sur des jeux vidéo en ligne, le même type de faction de la droite que vous trouverez également sur Reddit, sur les forums de l'autorité des droits de l'homme, qui, comme nous l'avons vu, était à 80 quelques % athée et à 90 quelques % avec un penchant libertaire. Ok. Alors, donc la première phrase nous dit qu'il y a une soupe dans l'aile droite. Je le comprends en expression anglaise. Comment vous comprenez cette expression, une soupe de l'aile droite? Un mélange. Donc, il n'y a pas qu'un seul ingrédient. On est d'accord. Donc, et elle va dire effectivement à différentes factions de celle-ci. Donc, elle nous positionne sur l'aile droite et elle nous dit que sur cette aile droite, il y a plusieurs factions. Et elle va dire, mais il y a ce sentiment sous-jacent d'être menacé et aussi lié à ce sentiment d'être menacé que la liberté est érodée. Et elle va dire, après, nous avons dépassé le stade de la discussion sur le républicanisme et nous avons commencé à parler du libertarianisme. C'est la liberté de qui est menacée? C'est la liberté de qui est érodée?
C'est dans la phrase en fin de compte. Hein. Je veux vraiment pas que vous alliez très loin. Hein. Elle a dit « Nous avons dépassé le stade de la discussion sur le républicanisme et nous avons commencé à parler du libertarianisme. » Vous connaissez la définition du libertarianisme. Donc, si on dit qu'il y a ce sentiment d'être menacé, d'avoir la liberté qui est érodée, de qui on parle là? Des libertariens. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette compréhension? Oui. Ok. Alors, je comprends que c'est compliqué pour vous. Ok. En fin de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas y rester parce que c'était vraiment pas ça mon objectif. C'était vraiment, en fin de compte, c'était juste pour qu'on puisse comprendre que, avec 2014, on comprend que ce n'est pas que le républicanisme ou la droite chrétienne qui sera concernée comme acteur dans la loi du dimanche, mais cette partie de la droite qui va vers le libertarianisme et l'extrême droite. Mais je ne veux pas faire d'études, ce n'est pas l'étude de ce texte que je veux faire là. Donc finalement, je vais laisser, parce que je comprends que c'est un peu, c'est pas assez évident. Donc on ne va pas y aller comme ça. Retenez quand même que dans cette citation, elle va dire que le Gamergate a été le précédent qui a conduit à la victoire de Trump en 2016. Et donc, une des questions, c'est en quoi le Gamergate... C'est le lien... Alors, une des premières questions, c'est le lien entre le Gamergate et 2016. Elle le dit, mais il faudra qu'on essaye de voir c'est quoi le lien entre le Gamergate et 2016. Donc ça, c'est une des questions à laquelle je voudrais qu'on réponde. La diapo suivante, numéro 41. Et je crois qu'on va aller directement... Ah, j'ai dû oublier. Alors, je suis désolée, je veux la 39, pardon. D'ailleurs, c'est par celle-ci que j'aurais dû commencer. Qui veut lire? Je veux bien. Alors, Donald Trump a besoin des libertariens et des chrétiens évangélistes conservateurs. Et la principale menace à l'intérieur des États-Unis ne sont pas les évangélistes, bien qu'ils soient une menace. Ils sont là. Et Donald Trump sait qu'il a besoin de leur segment de vote pour gagner. Nous avons raison de le souligner. Nous avons raison de souligner comment Donald Trump parle à la majorité morale d'aujourd'hui. Pour voir comment Donald Trump parle à Jerry Falwell, le fils de Jerry Falwell, Seigneur Donald Trump, le fils de Jerry Falwell Seigneur, point, il y a un point. Donald Trump a besoin de ce vote évangélique, mais il a besoin de plus que ce vote évangélique, aussi grand que soit le pourcentage de sa base. Il y a quelque chose de beaucoup plus préhistorique, beaucoup plus profond que Donald Trump attire, que simplement les évangéliques. Alors, deux choses. Qu'est-ce qu'ils disent des évangéliques? Qu'est-ce qu'il est dit par rapport aux évangéliques? Comment? C'est la base. Quand tu dis la base? D'accord. Principalement, les évangéliques, en fait, votent pour Donald Trump. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'elle va dire de manière générale maintenant? Mais ça, vous connaissez la réponse. Comme je vous dis, c'est des choses, c'est écrit et vous connaissez la réponse. Simplement par rapport à la phrase qui sont notées. La première phrase, c'est devenu une menace, en fait. Que les évangélistes, bien qu'ils soient une menace. Mais, alors, le micro. Mais est-ce que tu penses que c'est ça que je veux relever? Donne-lui le micro. En fin de compte, le titre dit « Donald Trump a besoin des libertariens, des chrétiens et des chrétiens évangéliques conservateurs ». Donc, Johanna a dit que la base du vote
pour Donald Trump, ce sont les chrétiens évangéliques. Et je le remets juste dans le contexte de ce qu'on avait fait sur l'étude sur la droite chrétienne. Donc on a compris que la droite chrétienne était un fondement pour l'élection des présidents, notamment républicains. On a vu qu'avec le Tea Party, ils avaient connu un peu une déstabilisation, mais toujours est-il, qu'est-ce que là on est en train de dire? Que ça reste la base. Mais ce n'est pas suffisant. Et il lui faut d'autres personnes. Et la phrase, si vous voyez bien, ce que je trouve intéressante, c'est qu'il va dire, il y a quelque chose de beaucoup plus préhistorique, beaucoup plus profond que Donald Trump attire. Je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que, de par sa personne, de par son discours, c'est lui qui va attirer une certaine catégorie de personnes. D'accord? En plus des évangéliques. Qu'on retourne dans les vêpres, on comprend que de toute façon, le vote pour Donald Trump des évangéliques était un vote pour pouvoir avoir le pouvoir, mais que tout en lui, dans sa façon d'être, dans sa relation au mariage, et tout ça, c'est pas ça qui a attiré les évangéliques chez lui. Par contre, là, le texte est en train de dire que par contre, il y a une catégorie de personnes que dans sa façon d'être, il attire. Donc, on comprend que c'est en lien avec le libertarianisme ou les libertariens. D'accord? On va aller sur... alors, je vais vous envoyer un article sur le... Vous allez prendre vos téléphones pour ceux qui en ont. J'espère que vous avez de la batterie. Je vais vous transférer un article sur lequel on va, en tout cas, commencer à travailler si on ne finit pas. Donc, c'est justement cet article du Guardian que cite Tess sur ce que le Gamergate aurait dû apprendre à la droite, à l'extrême droite. Je l'envoie. Sur EAE, un faux échange. Il y a quelqu'un qui l'a déjà reçu. Est-ce que tout le monde l'a? Oui. Très bien. Alors, on va commencer. Et on va essayer de commenter ensemble l'article. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lire régulièrement l'article? Johanna, est-ce que je pourrais te demander de le faire? C'est pour que on ne puisse pas perdre de temps. Alors, vas-y. L'introduction. Ce que le Gamergate aurait dû nous apprendre sur l'alt-right. Ou autrement, l'extrême droite. L'extrême droite, merci. Non, mais c'est moi. J'aurais dû le traduire. La tempête de haine en ligne de 2014 présageait les tactiques du mouvement d'extrême droite amoureux de Trump. Les critiques éminents du président élu devraient en prendre note. Ok. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette première phrase? Alors, il y a... Ok, donc, ce qui s'est passé en 2014, c'était une démonstration de haine. Démonstration de haine. Donc, ça s'est passé sur Internet. Ok. Et qu'est-ce que ça dit? Et qu'est-ce qu'on peut relever encore? Avec les tactiques d'extrême droite. Alors, mais qu'est-ce que... Il y a un mot spécifique. C'était ta femme. Le mot, c'est présager. Le mot, c'est présager. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Et en train de nous dire que ce qui s'est passé en ligne en 2014, la haine qui s'est manifestée en 2014 en ligne, présageait, donc, et présageait de quoi? De tactique. C'est quoi une tactique? Des stratégies. Donc, alors, je marque prédire
et je vais mettre stratégie en premier et prédire. Je mets des mots-clés. Donc, ce qui s'est passé en ligne, c'était des stratégies. Et ça nous prédit quelque chose. Et ça prédit de quoi, justement? Tout est dans la phrase. Ah non, là j'entends, attends, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé, mais personne de façon distincte. Pascal, tu peux donner à Pascal. Non, ça présage des stratégies du mouvement d'extrême droite. Tout à fait. Ce qui a été produit lors du 2014, du Gamergate, c'est ce qui va se faire par le mouvement d'extrême droite. Je répète encore le titre, merci Pascal. Le titre nous dit ce que Gamergate aurait dû nous apprendre sur l'extrême droite. Ce que le titre est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous dire il y a quelque chose qui s'est passé en 2014 avec le Gamergate. Et ce qui s'est passé en 2014, en fin de compte, nous enseigne sur ce qui s'est passé avec l'extrême droite, parce que ce mouvement, il est conduit par des stratégies. Et si on avait vu ces stratégies, ça nous permettrait de prédire ce que ferait l'extrême droite. Je rappelle, important, l'article a été édité le 1er décembre 2016. On est où dans le temps? Ça nous place où le 1er décembre 2016? Juste après les élections. Il n'a pas encore pris la présidence, mais il a été élu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce qu'on vient de voir? Les stratégies ont influencé le vote pour Donald Trump, mais ça veut dire aussi que déjà en 2016, donc dans ces votes, on voit déjà l'extrême droite agir. On est d'accord? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu voudrais, Ruth? Ok. Non, j'ai dit Ruth. J'ai dit Ruth, Rosemary. Alors, vas-y, continue Ruth. On va aller jusqu'au... Lis le premier paragraphe. Il est compréhensible que le monde ne se soucie pas beaucoup de Gamergate. La campagne de hashtag de 2014, ostensiblement fondée pour protester contre les échecs éthiques perçus dans le journalisme de jeu, a clairement prospéré sur la haine, même si beaucoup de ceux qui se sont alignés sur le mouvement ont nié qu'il y avait un problème de harcèlement ou l'ont considéré comme un effet secondaire malheureux. Bien sûr, les femmes, les minorités et les voix progressistes au sein de l'industrie vivaient soudainement dans la peur. Bien sûr, ceux qui ont pris leur défense ont été rapidement réduits au silence par des rafales épuisantes d'abus en ligne. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle les gens le soutenaient, non. Ils étaient privés de leurs droits, se sentaient ignorés et voulaient voir un changement systématique. Ok. Alors, le Gamergate, est-ce que vous vous rappelez à peu près ce que c'était, rapidement? Ça va nous aider à répondre aux questions. Est-ce que quelqu'un peut dire rapidement ce que c'était, le Gamergate? Gamergate, ça commence avec... Ah oui, c'est donc, effectivement, donc tu donnes le contexte. Gamer veut dire jeu, donc on est dans le contexte du jeu en ligne. En résumé, en fin de compte, c'est une... je ne vais pas donner les noms parce que je ne me rappelle pas forcément de tous les noms, mais c'est une jeune femme, bon, Zoe Quinn pour le coup, qui a été accusée en ligne par son petit ami d'avoir influencé la presse écrite dans le domaine du jeu vidéo
après avoir eu une relation intime avec l'auteur de l'article. Donc ça, il l'a fait en ligne. Et on va dire que ça va emmener au Gamergate dans le sens où tout ça va être mis en ligne et va être repris par des joueurs en ligne. En résumé, très simple. Donc, comment? Tout à fait. Merci Pascal. Oui, alors je vais reprendre ce qu'elle dit, ce que j'ai omis de dire. Effectivement, ça va faire que cette mise en ligne de ces informations vont faire que cette femme, et pas que elle, parce que c'est là où ça va prendre de l'ampleur, c'est que d'autres personnes qui vont la défendre vont être l'objet de violences en ligne, de dénonciations, de trolls, on va récupérer leurs données, on va les menacer de mort, de viol, de tout ce que vous voulez. Et ça, que ce soit les femmes ou que ce soit même les personnes qui défendent ces femmes. D'accord? Alors, donc de ce paragraphe, ce que je pense qui est important à retenir, c'est qu'ils disent, en fin de compte, que il y a des femmes qui ont été menacées, violentées, c'est ce que ça a donné le Gamergate, mais que des personnes ont justifié ou minimisé le Gamergate en disant que d'autres personnes ont été attaquées. Je suis peut-être pas claire. Ont été victimisées. Alors, on t'a pas entendu, donc tu vas le dire et tu le dis très bien, alors vas-y. Ceux qui ont attaqué les femmes en ligne se sont victimisés d'être eux-mêmes attaqués. Ok, alors garde ton micro. Ceux qui ont attaqué, c'est qui? Donc c'est les gamers. Les gamers, principalement des hommes. Oui, des hommes jeunes, une trentaine d'années, ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Du coup, ils ont retourné le truc en disant... Voilà, en disant qu'en fin de compte, que c'était eux les victimes. Ok. Ça, on va le mettre dans stratégie en quelque part. Est-ce que vous comprenez? Ce que c'est en train de dire, c'est que concrètement, il y a eu des femmes qui ont dû même déménager, qui ont été menacées. Ça, c'est la réalité. Leur compte piraté. Mais en définitive... Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces hommes qui ont posé ces actes disent qu'eux-mêmes, ils sont victimes et que c'est eux, en quelque part, les vraies victimes. Donc là, on assiste à une stratégie de victimisation des auteurs des menaces. Alors, je vais mettre stratégie. Je pense qu'on peut le mettre dans stratégie, on est d'accord? Je ne vais pas le mettre en rouge. On les brime dans leur liberté, c'est ce qu'ils ont mis en avant. On n'entend pas. On les brime dans leur liberté. Ok, merci Chimène, oui. Je pense qu'on va certainement le voir, mais en même temps, je me rends compte que compte tenu du temps... Il y a quoi samedi prochain? Non, le 6, avant ton départ. C'est l'après-midi, c'est ça? Ok. Donc, du coup, on va continuer tranquillement. Ok, on s'arrêtera et on reprendra le 6 après-midi. Oui, mais là, je vais faire un récap, justement, de l'article, tout à fait. Parce qu'il y a un point qu'il faut qu'on garde en tête. Donc, là, on est sur l'article du Guardian qui a été édité le 1er décembre 2016. Après l'élection de Trump. Et cet article, déjà fait un lien. On sait que le titre et les premières phrases donnent vraiment l'orientation de l'article et donnent vraiment l'essentiel. Donc cet article est en train de nous dire que nous aurions dû apprendre du Gamergate
parce que les tactiques qui ont été mises en place lors du Gamergate en 2014 sont le reflet de ce qui s'est passé avec l'extrême droite lors de l'élection de Trump en 2016. D'accord ? Ensuite, ce qu'on apprend de cet article, c'est que, donc, il y a une campagne qui s'est mise en place contre des femmes dans le milieu du jeu vidéo par des hommes. Ces hommes, donc, ont pu aussi bien les menacer, pirater leurs comptes informatiques bancaires, récupérer des données personnelles, les menacer de mort, les menacer de viol. Mais ces hommes, en fin de compte, ce sont eux qui se victimisent. Et je trouve que ce qui est important vraiment à voir, c'est que non seulement ce sont eux qui se victimisent, mais il y a quelque chose qui est important à lire dans la première phrase, dans le paragraphe, donc c'est la dernière phrase. Mais ce n'est pas... Alors, je viens de dire ce qu'ont subi certaines personnes, mais il est dit, mais ce n'est pas la raison pour laquelle les gens le soutenaient. Ce que c'est en train d'être dit, ce qui est dit, c'est que dans le Gamergate, on avait des acteurs. OK ? Il y avait des acteurs, ceux qui concrètement menaçaient, faisaient toute cette campagne en ligne contre les femmes, contre tous ceux qui étaient contre eux. Mais il n'y avait pas que, il y avait qui encore ? En plus des gamers, tu veux dire, il y avait d'autres personnes ? Ben, je ne veux pas forcément que vous me disiez qui, mais est-ce que je veux que vous voyiez qu'il y avait d'autres personnes ? Est-ce que vous le voyez dans la dernière phrase du premier paragraphe ? Comment ? Tu dis certains d'entre nous ? Est-ce que vous voyez la phrase ? Est-ce que quelqu'un peut lire la dernière phrase du premier paragraphe ? Pas de l'introduction, mais du premier paragraphe. Certains d'entre nous sont ici depuis un certain temps, c'est ça? Alors, attends. Non ? Plus haut? On est bien sur le premier paragraphe, là. En fin de compte, le paragraphe s'arrête juste avant le retour à la Mais ce ligne. n'était pas la raison pour laquelle les gens le soutenaient. Non. Arrête-toi là. Gamergate. Les acteurs, c'est qui? Les gens. Non, justement. C'est pas les gens. Est-ce que vous voyez qu'il y a deux groupes? Tu as les gamers plus les gens, c'est ça? Ouais. C'est ça? Tu confirmes? On dit laquelle les gens les soutenaient. Donc les gens, c'est qui? Le grand public? Oui, ceux qui utilisent. En fin de compte, c'est important de voir qu'il y a deux catégories. Il y avait les gamers, donc qui sont les acteurs, et les gamers. Et quand on dit les gamers, précisément ceux qui ont participé à cette campagne activement contre ces femmes. Mais ces gamers avaient des supporters. Il y a des gens qui étaient d'accord, ils ne faisaient pas, mais on les supportait. On les soutenait. Pardon, excusez-moi. On les soutenait, ils étaient soutenus. Et soutenir sous-entend la notion d'adhésion à ce qu'ils font, à leur philosophie, parce que ces personnes-là vont pouvoir, à la limite, emmener l'argument. C'est eux qui vont emmener l'argument. Ils étaient privés de leurs droits. Ils se sentaient ignorés et voulaient voir un changement systématique. Donc, que ce soit les gamers ou que ce soit les personnes qui les supportaient, c'était des personnes qui se sentaient privées de leurs droits et se sentaient ignorées et voulaient qu'il y ait un changement. Systémique. Alors, mais je pense que c'est dans la traduction, à mon avis, ça doit être ça. Je n'ai pas revu au mot à mot la traduction, mais je pense que c'est systémique plutôt que systématique. Enfin, je n'ai pas recherché. Mais passons sur le mot systémique ou systématique, c'est de voir que ce soit les gamers ou que ce soit les gens qui les supportaient, ils ont ce sens d'être victimes parce qu'ils sont privés de leurs droits. Et tout à l'heure, Chimène avait parlé de leur liberté. On verra bien de quoi on parle. Hein. Ils se sentaient ignorés
Par qui? On ne sait pas forcément, mais c'est ça leur problème. Et ils voulaient qu'il y ait un changement. Profond. Et ça justifie pour eux le harcèlement, donc le Gamergate. Vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? Je veux dire, si on s'arrête juste là pour toute la présentation, je reprends, mais c'est important, du coup ça nous aide à faire le lien. Vu ce qu'on vient de développer, on nous dit que l'extrême droite a utilisé des stratégies qui ont été utilisées dans le Gamergate. Autrement dit, si je commence déjà à faire un parallèle, je comprends que l'extrême droite veut se présenter comme victime et va emmener, alors campagne, ce n'est pas forcément des campagnes de harcèlement en ligne, on n'a pas encore la réponse, mais en tout cas va pouvoir poser des actions parce qu'ils s'estiment victimes, lésés dans leurs droits, on leur a pris quelque chose et eux, ils veulent un changement. Donc peu importe ce qu'on fait, les victimes, les vraies victimes, ce n'est pas celles qu'on va blesser, c'est nous les vraies victimes. Et il y a des acteurs, dans l'extrême droite, on aura des acteurs. Je le fais tout de suite parce que je pense que ça peut nous aider à comprendre le sujet. Donc, acteurs de l'extrême droite, on a vu qu'il y avait les Boogaloo Boys, je ne connais pas tous les noms, mais on va dire que les Hotkeepers, les Person, comment ils s'appellent encore, les 50 Persons, je ne sais pas quoi. On va voir ça, ce sont des acteurs. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que ces acteurs auront des supporters. Ils auront des personnes qui vont les soutenir, même s'ils n'agissent pas, mais ils vont les soutenir. Parce qu'ils vont s'estimer victimes, ils vont s'estimer ignorés et ils veulent un changement. Ok, c'est bon pour le résumé récapitulatif de cette première partie? Alors, deuxième paragraphe, Ruth, tu veux bien lire? Tu peux donner à Ruth pour... Et là, on va nous préciser qui sont ces hommes victimes, justement. Ouais, je sais, ouais. C'est bon? Vas-y. Est-ce que tout cela semble plutôt familier maintenant? Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Si vous venez de découvrir le monde des mecs en ligne anonymes, en colère, se faisant passer pour des victimes, salut, entrez. Certains d'entre nous sont ici depuis un certain temps. Donc, que ce soit les acteurs ou on va dire les supporters, comment ils sont définis là? Non, dans la phrase qu'on vient de lire. Comme des mecs en ligne, anonymes, en colère. Donc, des hommes qui sont en colère et qui s'expriment sur Internet Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Anonymement. De façon anonyme. Bonne question. Parce qu'elle a dit, s'ils sont des victimes, pourquoi ont-ils peur qu'on les retrouve? Ils ne devraient pas être anonymes. Parce qu'ils ne pourraient pas s'exprimer comme ils le souhaitent. C'est ça le truc. Ah bah oui. Alors, est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on est OK que ce soit les acteurs du Gamergate ou que ce soit ceux qui les supportent, ce sont des hommes qui sont en colère et qui s'expriment sur Internet, mais de façon anonyme. Et leur expression, on est d'accord, elle est très violente, en particulier pour les acteurs. Alors, je dis en particulier pour les acteurs, je trouve que c'est toujours intéressant, parce qu'il y avait un autre article de Vox sur Max, et lui, on va dire qu'il se reconnaît un peu dans ça, mais il ne sera pas dans les acteurs un peu par rapport au Gamergate. C'est pour ça qu'on fait bien la différence. Ils vont s'exprimer en ligne, des fois ils peuvent mettre leurs idées, les supporters, mais ils ne vont pas faire partie de ceux qui vont vraiment harceler directement. Ça va? Alors, le paragraphe suivant. Ruth, s'il te plaît. Les similitudes entre le Gamergate et le mouvement en ligne d'extrême droite, l'alt-right, l'aile droite, sont énormes.
surprenante et en aucun cas une coïncidence. Après tout, la guerre culturelle qui a commencé dans les Jeux a maintenant un représentant principal à la Maison-Blanche. En tant que membre fondateur et ancien président exécutif de Breitbart News, Steve Bannon a participé à la création du monstre médiatique Milo Yiannopoulos, qui a construit sa renommée et son suivi sur Twitter en soutenant et en encourageant Gamergate. Ce hashtag était le canari dans la mine de charbon et nous l'avons ignoré. Alors, le canari dans la mine de charbon, est-ce que vous savez ce que c'est? Je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je ne me rappelle plus où est-ce que j'ai entendu ça. Mais les canaris étaient utilisés dans les mines de charbon pour prévenir s'il y avait du... non, c'est les risques de grisou, c'est ça? Et donc, en fin de compte, c'est le canari qui pouvait prévenir de ça. Du risque de quoi? De grisou. En fin de compte... Ah, d'accord. Entre... Ça va tout pour tout le monde? Vous avez compris? Tu peux reprendre? Ah, ceux qui sont? Ok, alors, j'ai commencé par la fin. Le canari dans la mine de charbon, qu'est-ce que c'était? Alors, comme je le disais, je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu, mais en fin de compte, les canaris étaient utilisés dans les mines de charbon pour prévenir en cas de grisou, d'explosion de la mine par rapport au charbon. Donc, là, le texte est en train de nous faire une comparaison, une petite parabole, en nous disant que, notamment, Milo Yiannopoulos, c'était ce fameux canari qui chantait déjà pour dire qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. On va revenir après. D'accord? C'était juste pour donner un peu quelque chose de sympa. On reprend le départ et on essaye de faire nos liens comme tout à l'heure. Les similitudes entre les Gamergate et quoi? Le mouvement en ligne de l'extrême droite, l'alt-right, sont énormes, surprenantes et en aucun cas une coïncidence. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? De façon claire, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que le Gamergate, c'est l'extrême droite? Là, dans la phrase, tel que c'est écrit. Attention à vos réponses, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des liens qu'on peut faire, mais est-ce que dans ce texte, on dit que le Gamergate, c'est l'extrême droite? Non. On dit quoi? Qu'il y a des similitudes entre ce qui s'est passé dans le Gamergate, donc ces hommes, ces mecs en colère qui s'expriment sur Internet de façon anonyme, et l'extrême droite. Rappelez-vous, extrême droite, l'article a introduit en disant clairement que l'extrême droite est à la base, est à l'origine et a contribué à l'élection de... Voilà. Donc, je veux bien que vous fassiez la différence. On est en train de parler de deux catégories de personnes différentes, mais qui utilisent l'informatique, donc en ligne, avec des tactiques similaires. Notre question, c'est comment le lien entre Gamergate et 2016? Comment comprendre ça? Donc, elle dit que les similitudes sont énormes, surprenantes, mais en aucun cas une coïncidence. Rodi, comment tu le comprends? Comment? Micro. Il est où le micro? Ben, ce sont des machos, c'est tout. T'as vu ça dans la phrase? Pas dans la phrase, mais... Non, mais dans la phrase. Ah. Ah non, là, il faut que tu restes dans la phrase, parce que moi, j'ai jamais lu ça. Ma question, c'est, on dit que les coïncidences sont énormes, surprenantes, et en aucun cas une coïncidence. Et je lui demandais comment il comprenait le mot coïncidence. Ça veut dire que ce n'était pas aléatoire. Que ce n'était pas aléatoire. Ok. Donc, un autre mot encore? D'autres synonymes? Attends, ah oui, c'est vrai, le micro. Ce n'est pas du hasard et c'est pour ça que finalement ça rebondit sur l'idée qu'en fait on pouvait le prévoir, c'était prévisible. Ok, c'était prévisible, c'était pas aléatoire. Il me semble qu'on peut encore mettre un autre mot. Quelque chose qui n'est pas une coïncidence. Ruth, elle a dit, c'était planifié. Est-ce que vous serez d'accord avec ce mot-là aussi?
Si ce n'est pas du hasard, c'est que en quelque part, c'est planifié. Ou bien c'est une réalité qui existait, qu'on ne... Voilà. Ah oui, on t'a pas entendu, Chimène. Ou c'est aussi, je le comprends aussi comme une réalité. Comme une réalité. Voilà, cette situation, cet état de fait des gamers ou bien ce qui s'est passé dans l'histoire du Gamergate, c'est pas une coïncidence, mais c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que ça a émergé dans cette histoire, mais ça existait déjà. C'était quelque chose de réel. Mais alors, moi, mon souci, c'est que je suis d'accord que c'est réel, mais est-ce que pour autant, ça n'en fait pas une coïncidence? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une coïncidence? Pourquoi je te dis ça? Attends, hein. Le loto, c'est une réalité. Il y a des gens qui jouent au loto. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est prédictible pour celui qui va gagner. Tu vois ce que je veux te dire? Qu'est-ce qui fait que c'était prédictible ou qu'on puisse dire que ce n'est pas une coïncidence? Il y a Sarah qui voulait dire quelque chose. Réfléchis à la question. Moi, je comprends ça comme s'il y avait eu une concertation entre l'extrême droite et les Gamergate. Ah, toi, tu le comprends comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coïncidence, que ce n'était pas une coïncidence. Alors, je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort. Pourquoi? Lisez la phrase juste après. Après tout, la guerre culturelle qui a commencé dans les Jeux a maintenant un représentant principal à la Maison-Blanche. De qui on parle là? Non. De Steve Bannon. Steve Bannon. Ouais. On ne parle pas de Trump là. Concrètement, on parle de Steve Bannon. Et c'est là que je rejoins Sarah. Le Gamergate, ça, je l'avais présenté au mois de mars au Ash Center. On voit le lien avec Steve Bannon, Breitbart News et le Gamergate. Si je vous raconte rapidement l'histoire de ce que je me rappelle, c'est que Steve Bannon travaillait dans un pays, au Japon, et en fin de compte, il y avait un jeu, je ne connais pas le nom, je ne me rappelle pas, où il y avait plein de personnes qui jouaient sur le jeu et ça faisait qu'ils s'achetaient des vies. Et en fin de compte, quelqu'un qui n'avait pas envie de se prendre la tête à trouver les niveaux bas, il achetait le jeu avec un certain niveau et il pouvait continuer. Et à un moment, la communauté des joueurs a dit « c'est quoi ce délire? On n'est pas d'accord » et ils se sont mobilisés de telle sorte que l'affaire est tombée à l'eau. C'est-à-dire que tout ce business qui était rentable, il est tombé à l'eau par la force de ces hommes qui s'étaient mobilisés contre cette pratique. Et lui, Steve Bannon, en fin de compte, quand il a vu la force que représentaient ces hommes en ligne, alors ça, je ne l'ai jamais encore lu décrit comment ça lui est venu, mais on comprend que de façon stratégique, il a pu mettre en place des choses par rapport à Breitbart News et ces Gamergaters de 2014. Et notamment, Milos Yiannopoulos, qui est cité dans l'article, va être un des instruments qu'ils vont utiliser dans ce cadre-là. Donc, ce n'est pas une coïncidence, mais plus que ce n'est pas une coïncidence, c'est que le cerveau de tout ça, c'est qui? C'est Bannon. Donc, il sait quelle tactique il a mis en place à ce moment-là. La même tactique, il peut la remettre en place. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va mettre en place. Puisque là, on est juste avant l'élection. Il a été dans la campagne de Trump combien de temps avant? Je ne sais pas, mais il a fait partie de la campagne. D'accord? Donc, il a remis en place les mêmes stratégies, les mêmes principes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais? Et donc, le reste du texte va dire, en tant que membre fondateur et ancien président exécutif de Breitbart News, Steve Bannon a participé à la création du monstre médiatique Milo Yiannopoulos, qui a construit donc sa renommée et son suivi sur Twitter en soutenant et encourageant Gamergate. Je pense que je vais m'arrêter là, on va résumer. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris? Ou une interrogation?
Ça va? Oui. C'est vraiment l'occasion, en fin de compte. Oui? Oui, Sophie, est-ce qu'on peut dire en fait que le Gamergate a été un outil, un moyen par lequel l'idéologie de l'extrême droite est arrivée au pouvoir? Alors, je répondrai à ta question en te disant oui et non. Non par rapport à la thématique en elle-même, mais oui par rapport à la tactique et aux principes qu'ils ont mis en place. Parce qu'on voit que l'architecte, je pense qu'on peut dire clairement, je pense qu'on pourrait dire que Steve Bannon est sexiste. Mais il n'y a pas que ça dans l'histoire. C'est pour ça que je dis oui et non, parce que le lien qu'il faut faire entre le Gamergate et l'extrême droite, on va dire qu'avant tout, dans cet article, ça va être la tactique qu'ils vont utiliser. Et ensuite, je pense être d'accord sur le fait que, on pourra le voir dans l'article que Tess a fait, c'est qu'en quelque part, l'extrême droite est liée au nationalisme et qu'en quelque part, le nationalisme est lié aussi au racisme et qu'il y a aussi un lien avec le sexisme. Et voilà. Donc, il peut y avoir un lien. Mais c'était surtout que vous voyez que là, ce qu'on met en avant tout de suite, ce n'est pas le sexisme ou le machisme ou la misogynie des gamergaters, c'est pas ce qui est mis tout de suite en lien avec l'extrême droite. D'accord? Les gamergaters sont sexistes, mais ce n'est pas le lien qui est fait directement entre ce qui s'est passé en 2014 et 2016. D'accord? Donc, en résumé, ce que nous avons... La tactique, le principe. C'est-à-dire là qu'on a déjà vu une partie de victimisation des auteurs qui le font en ligne de façon anonyme, qui s'estiment être victimes et qui vont pour cela mener des campagnes de harcèlement contre d'autres personnes en fonction de la thématique sur laquelle c'est problématique. Donc, en résumé de ce que nous avons vu ce midi, on est en train d'essayer de comprendre le lien entre 2014 et 2016, en particulier avec un des points tournants qu'il y a eu en 2014, qui est le Gamergate. À la lecture de l'article, on a compris que, ce qui s'est passé avec le Gamergate était prédictible et le résultat de ce qui s'est passé en 2016. Donc là, on parle bien de l'élection de Trump. On a vu que un des principes qui est mis en place par ce groupe de personnes, c'est qu'ils se présentent comme étant des victimes, qu'ils nient ou dénient en fin de compte les vraies victimes, mais qu'ils se posent eux en victimes et ainsi justifient leurs actes, et que ces mêmes personnes qui font ces actes ont aussi des supporters qui se reconnaissent, donc notamment dans le cadre du Gamergate, comme des hommes en colère qui vont s'exprimer sur Internet de façon anonyme. Donc, et si on fait le lien avec l'extrême droite, on pourra dire aussi que les supporters de l'extrême droite, ce ne sont pas forcément des hommes en colère qui s'expriment sur Internet, mais ils adhèrent à la pensée, à la philosophie et à l'idée d'être victime comme ceux qui sont de l'extrême droite. D'accord? Donc on aura des acteurs et des supporters dans ces histoires. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas qu'on est, alors je ne l'ai pas dit au départ, mais on est dans les acteurs de la LD. On sait que ce sont des hommes, mais là ce qu'on est en train d'essayer, des hommes, dans le cas du Gamergate, comment je vais l'exprimer? Ce que je veux surtout dire, c'est que là on a pris l'exemple du Gamergate, mais ce que je veux surtout illustrer, c'est comment ils vont agir en fin de compte. Parce que qui dit acteur de la loi du dimanche, c'est pas que les personnes, mais c'est aussi comment ils agissent pour emmener à la loi du dimanche. Et l'état d'esprit qu'ils ont. D'accord? Joanne, ça bon? Ça va? Je t'ai pas perdu? Oui. Ok. Eh bien, on va prier. Éternel Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces sources externes
qui nous permettent de faire le lien entre 2016 et 2014. 2014 que nous définissons comme étant notre loi du dimanche. Tu nous permets de pouvoir étudier ces sources afin de comprendre comment la loi du dimanche va être emmenée par ces personnes qui ne sont pas des chrétiennes, des personnes conservatrices chrétiennes forcément, mais qui participent à ce que l'on comprend être la loi du dimanche. Merci de nous aider à continuer à étudier ces sujets, à pouvoir les étudier de nouveau, à nous en imprégner afin que notre connaissance, notre compréhension des événements puisse aller croissant, Seigneur, dans le cadre de toutes les études que nous faisons. Ce sont les grâces que je te demandant aussi de bénir la nourriture que nous allons prendre dans quelques instants. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Thank you.